Bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est d'échanger avec vous pendant une vingtaine de minutes sur ce que j'ai vécu, que mes collègues ont vécu à l'université pendant le confinement, de voir un peu comment on a pu gérer cette continuité pédagogique, et puis surtout les leçons à tirer, c'est-à-dire à la rentrée prochaine et dans les rentrées futures, peut-on se servir de cette expérience pour innover en pédagogie, innover dans les interactions avec les élèves, mais aussi dans l'évaluation. Et en fin d'exposé, on évoquera quelques pistes sur le travail collaboratif, un peu à l'image de ce que vous avez vécu hier en atelier, sachant que les bonnes idées pour innover, elles ne viennent pas d'un expert ou d'un prof, mais très souvent d'une collaboration entre collègues dans un établissement. Donc, ce que vous voyez ici, donc, sur cette première illustration, c'est un petit peu la classe telle qu'on a l'habitude de la faire en présentiel. Donc, on remarque, et moi c'est ce que je vois dans chaque année, il y a quelques élèves quand même qui aiment bien le cours magistral, peut-être illustrés comme celui que vous voyez au fond de la classe, qui sont captivés par le cours, mais nous on estime que seulement 10-15%, maximum 20% des élèves sont captés pendant tout le cours, et une très grande majorité des autres eh bien, sont plus ou moins intéressés selon le sujet évoqué, l'état de fatigue ou pas. Il y a peut-être une nécessité à travailler de cette manière-là en classe différemment. Alors, ce qui est arrivé au mois de mars dernier, c'était une situation d'urgence. Donc, le coronavirus, la pandémie, le confinement, et les profs, les enseignants se sont retrouvés, je dirais, du jour au lendemain, le lundi matin, dans la situation suivante, devoir être devant l'ordinateur et de faire des cours. Pour certains, pas de problème, puisqu'ils avaient l'habitude d'utiliser le numérique avec des cours hybrides, mais pour d'autres, la première difficulté technique, technologique, comment utiliser les outils. Donc, ce que vous voyez sur cette illustration, ça peut représenter un enseignant qui se retrouve du jour au lendemain à devoir utiliser ces outils. Ce n'est pas évident. Et même quand il arrive à les utiliser, son premier réflexe, ça sera de refaire le cours. Donc, comment je peux refaire le cours en ligne, qui est exactement le cours que je faisais en classe. Mais l'illustration qui est devant vous aussi peut représenter un élève, parce que de l'autre côté, il y a des étudiants qui n'ont des étudiants ou des élèves, ça dépend si vous enseignez dans le supérieur ou en lycée, collège, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils sont digital natives, ils ont l'habitude du numérique, mais pour s'amuser, chatter, regarder des films, se distraire, mais pas pour travailler. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que le temps d'attention d'un élève en classe, il est souvent d'un quart d'heure, 20 minutes, tandis que le temps d'attention d'un élève à distance sur un ordinateur, il est que de 2 à 3 minutes. Donc, on s'imagine qu'ils sont capables d'être des heures devant des écrans, mais pas pour travailler, forcément. Et puis, il y a une difficulté, ce sont les enseignants qui, eux, n'ont pas des cours magistraux à 100%, qui font du travail collaboratif. Donc, c'est mon cas, par exemple, mon enseignement est en classe renversée. Il y a donc des classes inversées, renversées, il y a des travaux de groupe. Et si vous enseignez dans les langues, vous travaillez aussi en mettant vos élèves en groupe. Et là, passer d'un cours, je dirais, en présentiel collaboratif à un cours collaboratif en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous voyez un petit peu les deux situations. Si vous avez l'habitude de faire travailler vos élèves avec des supports différents, du papier, du numérique, dessiner, voire faire de la scénarisation, aller au tableau, et que vous vous êtes retrouvé dans la situation où tous les élèves étaient chez eux devant un écran. Bon, là, c'était particulier parce qu'ils étaient confinés, mais à l'avenir, on peut imaginer que les élèves soient à distance, mais pas forcément chez eux individuellement, mais dans des salles de travail, des salles de classe, des bibliothèques ou ce qu'on appelle des tiers-lieux. Si vous connaissez des tiers-lieux, ce sont des endroits qui sont mixtes entre son lieu privé, sa sphère, je dirais, personnelle, et le lieu de travail. Donc aujourd'hui, dans les établissements scolaires, on peut créer des endroits. Quelquefois, ils se créent tout seuls. Ça peut être la cafétéria qui devient un endroit où des élèves travaillent. Donc la difficulté du présentiel et du distanciel, comme vous le voyez ici, c'est pas tellement le travail individuel, ça peut être au niveau du travail collectif, si vous voulez faire travailler des élèves ensemble. Il y a d'autres difficultés que certaines et certains d'entre vous ont eues plus que d'autres, c'est la technologie, la connexion. Donc,
Moi, par exemple, mes étudiants, je dirais que 90% d'entre eux n'ont pas eu de problème de connexion, mais il a fallu quand même réfléchir sur les 10 autres pourcents. Dans certains pays, certaines villes, il y a des problèmes de connexion, de flux, de réseau. Et puis parfois, vous avez des étudiants qui n'ont pas de problème de connexion, mais c'est un problème, je dirais, d'entourage. Donc moi, j'avais des étudiants qui avaient un très bon flux. Par contre, ils étaient à 5 ou 6 dans la famille à travailler en même temps, ce qui fait que le débit n'était pas suffisant. Donc c'est très différent quand vous faites réagir des gens en utilisant des chats ou quand vous utilisez la vidéo. Donc moi, j'ai fait par exemple des cours où les étudiants n'utilisaient pas la vidéo, d'autres où ils utilisaient la vidéo. Souvent, c'était plutôt un choix par rapport au flux. Donc si vous avez des classes de 10, 15 ou plus, moi personnellement, j'avais une classe de 50 élèves, donc 50 étudiants. Je n'ai pas eu trop de problèmes à faire mes cours en ligne parce que ces 50 étudiants, je les connaissais et j'avais déjà fait des groupes en classe. Et donc, quand je me suis retrouvé à distance, j'ai utilisé les mêmes groupes. Et pour une autre classe où j'ai découvert les étudiants, c'est la première fois que je les voyais en ligne. Ça a été très compliqué pour moi de faire des groupes parce que j'avais 35 élèves, mais je ne les avais jamais vus. Et pour faire des groupes, je dirais, performants, en associant des complémentarités, c'était presque impossible. Donc, pour ce groupe-là, j'ai été obligé de faire un cours magistral en ligne. Alors, un des problèmes qui peut se poser en ligne et que l'on a observé pendant le confinement, mais on a aussi ce problème en présentiel, c'est la gestion du temps. Il y a beaucoup d'enseignants qui se sont dit, je vais faire en ligne le même cours qu'en présentiel. Donc, ils avaient l'habitude de faire 1 heure de cours. Eh bien, ils ont essayé de reproduire 1 heure de cours en ligne. Donc, ça a pu marcher 1 ou 2 séances, mais à partir de la 3e ou de la 4e séance, les gens se sont rendus compte qu'on ne peut pas transposer la gestion du temps de la même manière en présentiel et en distanciel. Autrement dit, si vous avez par exemple un cours qui fait 1 heure et que vous avez l'habitude de faire 2 fois 30 minutes ou 3 séquences, eh bien, il faut découper ce cours différemment en distanciel. Et ce que vous avez vécu hier dans l'atelier, donc hier par exemple, dans le 2e exercice, on vous a fait faire une séquence minutée, eh bien, les timings des séquences, quand on vous a demandé de travailler telle chose pendant 3 minutes, 5 minutes ou 12 minutes, les timings ont été réduits par rapport à des timings en présentiel. Donc, si demain, je devais faire le même atelier collaboratif avec vous que celui qu'on a fait en ligne, eh bien, peut-être que j'augmenterai les temps et qu'en fonction de votre réaction dans les groupes, je pourrais décider de les réduire en improvisant. C'est beaucoup plus difficile de faire ce travail en ligne. Par exemple, de se rendre compte qu'au moment où j'explique quelque chose, il y a 10-20% des étudiants qui sont moins attentifs. Ça, c'est plus difficile de le repérer à distance. Ensuite, dans le travail collaboratif, on peut demander à des élèves de réaliser un travail de groupe. Donc, quand vous travaillez dans une classe, ça peut être avec des tableaux, ça peut être avec des paperboards. Vous pouvez aussi les faire travailler sur des plateformes numériques, mais dans la classe. Donc, on peut aussi utiliser le numérique dans la classe. Là, quand vous passez entre les groupes, vous pouvez vous rendre compte du dynamisme des étudiants. Vous pouvez aussi changer un étudiant de groupe ou leur faire échanger leurs travaux. Mais en ligne, c'est plus compliqué, ça dépend de l'outil. Il y a certaines plateformes qui permettent à des personnes d'aller d'un groupe à l'autre. Il y a d'autres plateformes qui limitent ces façons de déplacer les étudiants. Et puis, il y a des étudiants qui sont très agiles, qui arrivent à travailler en groupe en physique, mais qui ont beaucoup de difficultés à faire la même chose en distanciel. Donc, plus tard, à la rentrée prochaine ou dans les rentrées suivantes, si vous imaginez de les faire travailler de manière collaborative à distance, il ne faudra pas faire exactement les mêmes exercices qu'en présentiel, ou alors vous pouvez garder l'idée générale, mais vous adapter en fonction du fait que vous ne pouvez pas être attentive ou attentif au dynamisme des étudiants pendant ces travaux. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que la très grande majorité des enseignants ont fait du distanciel en parlant et en demandant aux étudiants de les écouter et de poser des questions, mais pas l'inverse. Moi, mes étudiants dans la classe présentent, ils construisent le cours. Vous pouvez avoir des étudiants chez vous qui vont au tableau, qui font des scènes.
Vous avez donné l'exemple hier de vidéos à faire construire. Eh bien, en ligne, on peut aussi demander aux étudiants de faire les présentations. Donc, on a toujours ce réflexe au départ de se dire, c'est l'enseignant qui gère la plateforme, qui est l'administrateur, et on va essayer de faire réagir les élèves, mais il faut aussi imaginer des séquences où c'est l'inverse. Donc, si vous demandez à vos étudiants de préparer des présentations, vous pouvez imaginer dans un cours d'une heure d'avoir quelques présentations d'élèves de quelques minutes. Il ne faut jamais dépasser 2 à 3 minutes. Donc, si vous demandez des présentations d'élèves en ligne, faites-leur faire des présentations d'1 ou 2 minutes et utilisez les 5 à 10 minutes suivantes pour faire réagir les autres. Voilà, ça, ce sont des idées. Il y a aussi des exercices que j'utilise en classe qui permettent de rendre les présentations plus dynamiques. On en parlera peut-être juste après dans le débat, et que l'on peut utiliser ou pas à distance. Il faut toujours avoir ce réflexe que ce n'est pas toujours le prof qui doit parler, ça peut être les élèves, mais que quand on est à distance, on n'a pas cette habitude d'inverser les rôles. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à distance, il ne faut pas forcément laisser les élèves travailler individuellement. Vous voyez sur la gauche du dessin le do it yourself, ça veut dire les étudiants sont autonomes, ils préparent des choses, tandis que le do it with others, ça veut dire comment on peut faire travailler les élèves en groupe, à distance. C'est l'utilisation de certaines plateformes, comme celles qu'on utilise aujourd'hui, où vous pouvez, par exemple, pendant des temps de 10 minutes, un quart d'heure, séparer vos étudiants en groupe et leur demander soit de produire quelque chose, soit de réagir. Donc, imaginez que dans une plénière, vous ayez demandé à un élève de faire un exposé de 5 minutes, 3 minutes. Ensuite, vous mettez les autres élèves en classe, dans des groupes séparés, et vous leur demandez, avec une méthode ou sans méthode, comme on a fait hier, de réagir sur 2 ou 3 points, et après, vous remettez les élèves en plénière. Ça, c'est intéressant parce que vous créez des allers-retours, vous créez de la surprise, du dynamisme, et donc une attention de vos étudiants. Ça évite qu'ils laissent l'ordinateur allumé et qu'ils aillent faire autre chose. Après, quelques mots sur l'évaluation, puisqu'on s'est intéressé à l'évaluation. Donc, il y a plusieurs façons d'évaluer et plusieurs choses à évaluer. Vous pouvez évaluer les apprentissages. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils sont capables de restituer des connaissances? Est-ce qu'ils sont capables de les utiliser? Ce n'est pas la même chose. On peut évaluer le niveau de connaissance, on peut évaluer la mobilisation de la connaissance, mais on peut aussi évaluer les compétences. Est-ce qu'un groupe a été capable d'interagir avec un autre groupe? Est-ce qu'un groupe a respecté le temps limité? Est-ce qu'un groupe a respecté la consigne? Est-ce qu'un élève, par exemple, qui n'est pas forcément très bon dans la compréhension, a été bon dans la recherche de documents et ensuite a échangé avec les autres élèves pour en tirer quelque chose? Donc ça, c'est différents types d'évaluation, connaissances, compétences. Et puis, il y a la notation, ce que vous voyez sur le dessin. On peut évaluer en notant. Donc, c'est assez facile de mettre des notes en ligne. Quelquefois, c'est compliqué parce que quand c'est individuel, on peut demander à chaque étudiant de faire une production individuelle et vous la corrigez. Mais quand c'est un travail de groupe, là, c'est plus compliqué parce que si vous avez un travail de groupe, vous allez noter le groupe d'élèves, mais vous avez peut-être dans un groupe un très bon travail qui est produit. Peut-être que l'un d'entre eux ou plusieurs ont contribué, ont travaillé, et puis des autres, que j'appelle gentiment les passagers clandestins, ont profité du groupe pour avoir une bonne note. Et là, la difficulté, c'est comment je mets une note générale et comment j'identifie le niveau de contribution des élèves. Quand on est en classe, c'est la même chose. Donc moi, j'ai des méthodes, des tests qui permettent avec mes élèves, des tests d'auto-évaluation, de repérer les passagers clandestins en classe. C'est plus facile parce que quand je suis dans la classe, je les vois. Donc souvent, les élèves repèrent exactement les mêmes passagers que moi. Mais quand on est à distance, c'est beaucoup plus difficile. Et parfois, quand vous êtes à distance, vous pouvez avoir l'impression qu'un élève est très retiré, qu'il ne contribue pas, mais dans la réalité, il contribue au travail de l'équipe. Et donc, il y a des méthodes qui permettent, avec les étudiants, de pouvoir avoir un niveau d'évaluation. On n'obtient jamais 100% de justice, bien sûr, mais il faut limiter les injustices. Alors, les quelques termes pour terminer.
Et avant d'entrer dans les échanges, le premier mot qui est important, c'est la confiance, à la fois dans la classe, mais aussi en distance. Si vous ne faites pas confiance aux élèves, c'est très difficile d'innover et d'imaginer des séquences différentes du cours magistral, parce qu'ils sont habitués. Hein. Un prof qui fait le cours, ils écoutent, ils prennent des notes, ils savent faire des exercices, ils ont cette habitude. Donc, si vous voulez changer les habitudes dans la classe ou en distanciel, la confiance, elle est indispensable. Vous devez faire confiance à vos élèves. Et ce n'est pas suffisant. Les élèves aussi doivent vous faire confiance, parce que vous allez changer des règles. Si vous changez certaines règles, il y a des élèves qui peuvent perdre la confiance. En général, ce sont ce qu'on appelle les bons élèves, même si tous les élèves sont bons en réalité. Mais les élèves adaptés, les élèves qui ont des bonnes notes, ceux-là, quand vous changez les règles, si vous les faites travailler différemment, ils peuvent perdre la confiance. Parce que pour eux, ils ont des bonnes notes, un bon classement, ça leur donne confiance. Et si vous changez les règles, ils peuvent se retrouver positionnés différemment et pas se retrouver dans un travail de groupe. Donc ça, c'est un terme important. Un deuxième terme qui est important, et quand je vous ai demandé hier d'imaginer ce que pouvait être un cours innovant, donc c'était au début de l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'on appelle un cours innovant? C'est un cours déjà dans lequel on fait confiance aux élèves, parce qu'il va se passer des choses différentes. Les élèves vont contribuer au mouvement du cours, ils pourront vous proposer de modifier ou de bouger des choses, et donc il faut expérimenter. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est impossible de se lancer dans des nouvelles façons de faire cours en classe ou à distance si vous imaginez d'avoir le cours parfait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profs qui ont tellement peur d'expérimenter, alors ils vont chercher la méthode parfaite, le conseil de l'expert dont ils se disent ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est génial, je vais faire la même chose, ou alors l'outil technologique. Ça ne marche pas. Vous devez expérimenter parce que votre contexte est différent. Et d'ailleurs, si vous avez plusieurs classes, vous verrez qu'une innovation pédagogique dans une classe, elle peut être transformée un peu dans l'autre classe. Donc, il faut éviter de faire un peu des réplications, du copier-coller exact entre vos différentes séquences. Il y a un troisième élément, j'appelle ça plutôt un point de vigilance, hein, c'est pas du tout une injonction, c'est de se méfier de cette obsession qu'on peut avoir de remplir la tête de connaissances, c'est-à-dire de respecter forcément un programme à 100%. Parfois, sous le ton de la plaisanterie, je dis qu'il y a une maladie, parce que je suis biologiste, une maladie qui empêche les gens d'innover, c'est la programmite. C'est-à-dire que les enseignants se disent j'ai 150 choses à expliquer à mes élèves, il faut absolument que j'explique les 150 choses. Si par malheur, je n'en explique que 149 ou 148, je n'ai pas fait mon travail correctement. Et donc, on se rend compte qu'on explique 100% du contenu, mais les étudiants, les élèves n'en retiennent que 50 ou 60%, alors qu'on aurait pu consolider les savoirs fondamentaux et puis essayer d'un groupe à l'autre, d'un élève à l'autre, de les laisser partir un peu plus loin. Hier, en discutant avec l'un et l'une de vos collègues, il y a une réflexion que j'ai beaucoup aimée parce que je l'utilise aussi. C'est une enseignante qui a dit « Moi, je corrige mes élèves ». C'était de la grammaire ou de la conjugaison, je ne sais plus. Je corrige mes élèves, mais surtout sur les fautes majeures, fondamentales. Les fautes mineures, je les laisse passer pour éviter de les corriger toutes les 3 secondes. Et moi, je fais la même chose dans mon cours de génétique. Lorsqu'il y a des imperfections marginales, je les laisse passer et je ne travaille sur des corrections que des fondamentaux. Ce qui fait que les élèves ont plus de confiance parce que je ne les corrige pas toutes les 3 secondes. Et un peu comme vous permettez à un élève de parler une langue étrangère et vous laissez passer quelques fautes, mais vous insistez sur les points les plus importants. Donc, il y a un travail à faire avec les enseignants qui est un peu plus qualitatif que quantitatif. Et ça, c'est encore plus vrai à distance. Parce que si à distance, vous faites du transmissif, eh bien, les enseignants préparent tous leurs cours à distance et puis ils envoient des tonnes de PDF, de dossiers, d'exercices. Ils ont l'impression qu'il y a une grande quantité de travail qui a été faite, mais finalement, la réception est faible. Voilà, on a parlé hier aussi d'hybridation. Donc l'hybridation, ce n'est pas seulement le distanciel et le présentiel,
L'hybridation, c'est aussi le cours magistral, le classique, et l'innovation pédagogique, les travaux collaboratifs. Donc, vous voyez sur ce dessin, il n'y a pas opposition dans les deux méthodes. Autrement dit, ce n'est pas une ancienne méthode et une nouvelle méthode, ce sont deux méthodes qui doivent être complémentaires. Donc, si vous voulez avoir un enseignement efficace, eh bien, il faut hybrider l'innovant et l'académique, il faut hybrider le distanciel et le présentiel. Et si vous regardez les élèves qui se trouvent à droite du dessin, s'ils trouvent du plaisir à travailler en groupe, eh bien, à un moment donné, dans un cours magistral, avec vous ou avec un autre enseignant, ils vont peut-être poser des questions différentes parce que les allers-retours entre le mode collaboratif et le mode, je dirais, plus passif, en tout cas physiquement, parce que dans le cerveau c'est actif, eh bien, est plus efficace. Voilà. Et pour avoir de bonnes idées, c'est mon dernier dessin, pour avoir de bonnes idées, comme je l'ai dit, c'est illusoire de penser que vous allez trouver ça dans un livre en écoutant un expert ou en reproduisant quelque chose qui fonctionne. Il faut le faire de manière collaborative et même de manière co-élaborative. C'est-à-dire que si vous voyez les 5 enseignants sur ce dessin, imaginons que ce sont 5 enseignants d'un même établissement qui ont envie de travailler sur un même projet. Exemple, comment rendre mes élèves plus dynamiques, comment augmenter la motivation, comment stimuler les interactions, comment éviter que certains élèves soient décrochés, etc. Eh bien, les solutions, elles sont collectives. Donc, il faut des temps collectifs dans un établissement pour construire des propositions. Et vous pouvez le faire aussi avec des enseignants d'autres établissements. Donc, des exercices ou des ateliers comme on a fait hier, nous sommes tous d'établissements différents. Vous voyez qu'en travaillant ensemble dans des salles virtuelles, on peut aussi co-élaborer, co-dessiner des idées, donc en prenant compte des expériences de profs, mais aussi en imaginant des idées un peu plus créatives. En tout cas, ce qui est vraiment important, et on va en parler maintenant, il n'y a pas que le fond qui est intéressant, il y a aussi la forme. Si vous faites des réunions pédagogiques sans méthode, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce sont toujours les mêmes idées qui apparaissent et ce sont très souvent les mêmes personnes qui vous donnent ces idées, soit parce qu'elles sont expertes en pédagogie, ou soit parce qu'elles testent dans leur classe une pédagogie qui fonctionne, alors elles ont l'impression que ça fonctionnera partout et elles vont vous dire bah, faites comme moi, je fais des vidéos, je fais des cours, je mets mes élèves en groupe, on ne présente que le positif, mais on oublie d'échanger sur le négatif. C'est-à-dire que qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'innovation pédagogique de manière à ce que ça puisse être plus performant ensemble. Voilà, donc c'est le contact, hein. On va passer à la phase de discussion. Dans l'échange que je vous propose, donc ce contact, c'est si vous voulez rentrer en contact avec moi ou avoir des informations, des documents, des films, des vidéos, vous pouvez m'envoyer des mails ou aller sur nos sites. Et moi, avec mes collègues, on est très réactifs. Je travaille avec une vingtaine d'enseignants qui pourront aussi vous donner des conseils ou échanger avec vous.